Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans cette émission Il était une fois. Ce soir, nous accueillons Théo Izoard. Bonsoir Théo Izoard. Bonsoir. Avec vous, nous allons voyager puisque vous avez publié Odyssée Orion, l'expédition souriante. Alors, est-ce que c'est un peu votre journal de bord, ce livre ? Alors, merci beaucoup déjà de me recevoir dans cette émission. Avec joie. Pour répondre à votre question, effectivement, ça a commencé par une sorte de journal de bord puisque pendant tout le périple, j'avais un carnet manuscrit, donc ça me permettait de conserver mes pensées, toutes les actions qu'on menait et toutes les personnes qu'on rencontrait. Et puis ensuite, voilà, ce livre, c'est un petit peu la concrétisation de toutes ces notes pendant tout le voyage. Odyssée Orion, c'est un projet que vous avez mené à 3. Alors présentez-nous un peu votre trio. Alors le trio, d'abord il y a Guillaume Cross, qui est donc un Français que j'ai rencontré quand j'avais 1 an. C'est-à-dire qu'on est amis depuis la plus tendre enfance, avec qui on a fait du scoutisme ensemble. Et donc c'est un ami qui est très proche. Et la deuxième personne, c'est Guillaume Jadin, qui est donc un Belge, qui est une personne que j'aime beaucoup aussi, que j'ai rencontré notamment dans le cadre du scoutisme et dans de nombreux voyages qu'on a fait ensemble. Et puis moi, comme je suis franco-belge, il y a un petit peu ce pont entre ces deux pays. Et donc voilà, cette équipe qui s'est rassemblée autour du scoutisme pour lancer ce beau projet. Et donc vous avez lancé une expédition en 4L au profit de 2 associations. Quelles sont-elles ? Exactement. Donc la première association s'appelle Une lettre, un sourire. Donc c'est une association qui a été créée pendant le confinement. Et donc c'est en fait une association qui a pour but de briser l'isolement des personnes âgées qui sont dans les maisons de retraite. Et pendant le confinement, on se souvient qu'il y avait un isolement quand même assez terrible. Et donc c'est par le biais de lettres manuscrites qu'on envoie dans les maisons de retraite. Et donc ça permet de créer des liens épistolaires entre les personnes âgées et voilà, les jeunes dans les écoles qui écrivent des lettres et qui envoient ça dans les maisons de retraite. Donc ça, c'est la première association. Et la deuxième association s'appelle Pour un sourire d'enfant, donc qui a été créée par un couple de Français dans les années 90. Et donc cette association visait à sortir les enfants des bidonvilles de Phnom Penh au Cambodge, donc la capitale du Cambodge, pour leur donner une éducation et puis ensuite une formation et voilà, une meilleure vie professionnelle et humaine. Pour un sourire d'enfant, hein, c'est le nom de cette association. Exactement. Est-ce que le sourire est vraiment un ambassadeur international qui permet d'aller partout, même quand on ne connaît pas la langue ? Le sourire était vraiment placé au cœur de notre aventure. C'est-à-dire que le sourire est une sorte de liant. Quand on ne parle pas la langue, on parle le langage du cœur. Et le langage du cœur, il s'exprime notamment par le sourire. C'est une simple courbure des lèvres. Et pourtant, ça signifie tellement de choses. Et donc, ça nous a permis d'ouvrir beaucoup de portes, et notamment via les enfants. Et j'ai une phrase de Sylvain Tesson que j'aime beaucoup qui dit en fait, le sourire des enfants, c'est la porte d'entrée du cœur des parents. Et donc ça nous permettait, par les enfants, de rencontrer les personnes croisées sur notre route. Est-ce que vous aviez des modèles avant de partir comme ça sur les routes vers le Cambodge ? Eh bien justement, on a évoqué donc Sylvain Tesson qui, avec Alexandre Poussin, dans les années 90, ont fait cette grande aventure jusqu'à l'Extrême-Orient. Et puis notre principale inspiration était Guy de Larigaudy, qui dans les années 30 avait fait cette première liaison Paris-Saigon en vieille Ford. Et donc nous, on s'était dit, pourquoi pas s'inscrire dans cet héritage du scoutisme de l'époque et refaire un petit peu à notre sauce ce voyage jusqu'au Cambodge. Et partir comme ça à l'aventure, est-ce que ça demande d'être ouvert finalement à la rencontre avec l'autre ? Ça demande une disponibilité totale. C'est-à-dire qu'en partant avec cette vieille voiture, déjà on se dépouillait de beaucoup de choses. Et si on n'est pas disponible à la rencontre, c'est plus difficile. Je ne dis pas qu'elle est impossible, mais il faut vraiment se mettre à l'idée que on n'est pas grand-chose finalement, et on se rend humble face à toutes les personnes qu'on rencontre, et c'est elles aussi qui vont nous aider pour de l'eau, pour un logement, pour nous aider à réparer la voiture. Donc en fait, voilà, on est vraiment dépendant des gens à 100%, et c'est ça qui était aussi très beau dans cette aventure, c'était que c'était une aventure géographique bien entendu, mais avant tout humaine. Et vivre à 3 dans un espace aussi contigu, ça demande comme une 4L, hein, ça demande quand même des efforts particuliers. C'est effectivement une question qu'on nous a posée beaucoup, l'entente entre nous. Alors c'est vrai qu'en plus un trio, 3 garçons qui se connaissaient très bien via le scoutisme et tout ça, donc on avait vécu déjà des belles choses ensemble, mais là c'était une aventure totalement inédite. Et puis la 4L, comme vous venez de le dire, c'est même pas 4 mètres carrés, donc c'est très peu. Avec les sacs qui tombent, les routes kazakhs, les routes en Géorgie, donc voilà. Il y avait beaucoup d'aventures, le stress, la fatigue, donc il y a eu des moments un petit peu plus difficiles, mais ça nous a vraiment appris la résilience et aussi la confiance et la communication entre nous. La communication, donc dire les choses dès qu'elles sont sous le tapis, il faut vraiment dire les choses tout de suite. Est-ce que vous avez eu l'impression de devoir lâcher prise ?
Le lâcher-prise a été aussi un instrument très important pendant ce voyage. Au début, on essayait de maîtriser les choses. On se disait, OK, on va passer tel jour dans ce pays-là, puis on va passer cette frontière-là, ce jour-là. Et puis on a très vite compris que si on lâchait pas prise, on allait vivre un enfer. Et donc très vite, on s'est dit, OK, on fait confiance. Si on passe pas cette frontière ce jour-là, on la passera demain. Et si on ne va pas visiter cet endroit-là, on le visitera un autre endroit. Parce que sinon, on n'y arrive pas. On se fait des nœuds dans le cerveau. Et en fait, voilà. Ça engendre beaucoup de frustration de trop planifier à l'avance. Donc on s'est dit, on lâche prise, on avance. Et comme ça, on se laisse porter par l'inconnu. D'autant plus que votre voiture, Bianca, elle est tombée en panne. Et pas qu'à une reprise, effectivement. Et c'était aussi l'idée de cette voiture. C'est-à-dire que si on avait pris le dernier modèle électrique, on n'aurait pas forcément rencontré les personnes qu'on a rencontrées. Et l'idée, c'était d'avoir un moteur simple, lisible. On est quand même tous les trois des littéraires, donc on n'avait aucune idée de ce que c'était la mécanique. Et donc on a plongé dans la mécanique. Et en plus de ça, ça nous a permis de rencontrer les gens, de se laisser aider avec les garages dans tous les pays qu'on a rencontrés. Vraiment, c'était le but de cette voiture, c'était d'être simple avec elle et de pouvoir vraiment rencontrer les personnes. Mais en termes de lâcher prise, le fait qu'elle tombe définitivement en panne à un moment, ça vous a obligé à voyager autrement que ce que vous aviez imaginé? Il faut toujours pouvoir se réinventer. Et c'est sûr qu'on s'est beaucoup attaché à cette voiture. À un moment donné, c'était vraiment une part de notre identité. Et puis on s'est dit, si on ne lâche pas prise, ça va engendrer des frustrations. Donc on s'est dit, on va continuer différemment le voyage. Mais le cœur du voyage était le sourire, et bien entendu la rencontre, et d'aussi rejoindre la troupe scout de Phnom Penh à PSE, donc pour un sourire d'enfant au Cambodge. Et donc à partir de là, on a continué à se laisser porter par l'aventure. Est-ce que vous avez eu l'occasion de prier ou de vous recueillir dans des endroits exceptionnels? J'ai 2 souvenirs en tête qui sont assez marquants. L'un en Géorgie, on a chacun passé une semaine dans les montagnes seuls. Donc c'était une manière aussi pour nous de marquer cette quête intérieure, parce que c'est vrai qu'on était souvent à 3, mais il y a des moments de désert qu'on avait désirés. Et donc la Géorgie a été un moment très marquant, et puis la Mongolie aussi. Dans le désert de Gobi, on a chacun pris ce moment de désert pour nous, pour se recentrer, faire ce fameux face-à-face avec soi-même. Parfois, il est difficile, on l'évite de temps à autre. Et là, on n'avait pas le choix. Et donc, ça a été des moments de prière, des moments de spiritualité très importants. Chacun avec ses propres méthodes, mais chacun aussi pour marcher vers soi-même. Et vous avez eu aussi l'occasion de rencontrer des communautés religieuses qui vous ont hébergé. Et les communautés religieuses ont été très importantes pour nous, notamment, je pense à Istanbul, on a été accueillis par une communauté espagnole. En Géorgie, on a été accueillis par un prêtre polonais. En Kazakhstan, on a été accueillis par les Sœurs de la Charité de Mère Teresa. En Géorgie aussi, on a été... Donc voilà, en fait, je pense à énormément de pays où très vite le contact a été direct. Ces personnes-là ont compris le sens de notre voyage, nous ont aidés, nous ont hébergés, nous ont guidés, ont prié pour nous aussi. Donc ça a été vraiment un moment très très fort aussi pour nous. Quand vous dites que les gens ont compris le sens de votre voyage, si vous deviez le résumer, quel serait-il ? Se rendre disponible à la rencontre, de telle sorte qu'en étant vulnérable, on puisse accueillir l'autre. C'est vraiment le message central de notre voyage. C'est de comprendre le langage du sourire à travers les différentes contrées qu'on explorait. Qu'est-ce que ça signifie ? Et aussi se laisser porter par les rencontres et grandir aussi intérieurement. Ça, c'était vraiment le cœur de notre périple. L'inconnu peut-il s'avérer bousculant ? Totalement. Et c'est d'ailleurs de l'inconnu que jaillit quelque chose de magnifique. En fait, comme je vous disais tout à l'heure, si on prévoit tout, on ne peut pas savoir forcément ce qui va nous arriver après. Alors que si on se laisse bousculer par l'inconnu, de là jaillit des choses magnifiques et formidables. Et c'est justement tout ce que j'explique dans mon livre, c'est toutes ces rencontres, ces sourires, ces paysages qui nous ont émus au plus haut point. Quand on revient de là, on n'est pas forcément indemne. Vous avez repris une vie professionnelle. Et quel serait le résumé de votre voyage maintenant? Il vous porte dans votre activité? Alors, il y a beaucoup de gens qui nous ont effectivement demandé quels étaient les fruits du voyage. Je dirais qu'ils ont été petit à petit visibles, mais notamment le plus beau, je dirais, c'est notamment la mise en exergue de nos difficultés et de nos faiblesses. Et ensuite, une fois qu'on est conscient de nos faiblesses, on peut les ajuster dans toutes les situations, notamment professionnelles. Et donc, il y a beaucoup de choses qui changent avec les nouveaux défis de la vie. Eh bien, Théo Izoard, merci de nous avoir rejoints ce soir. Ce livre, Odyssée Orient, a été publié aux éditions Blanche de Peuteret. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous souhaitez revoir cette émission ou une précédente, il suffit de vous rendre sur Ovio ou sur le site de Catobel. À très bientôt pour une prochaine rencontre. Bonsoir.